Et donc on accueille aussi l'April qui est venue nombreuse, parce qu'au départ ils étaient prévus 2, et ils sont venus quasiment une dizaine, presque. Vous êtes nombreux ? 5. 5, c'est déjà pas mal. Hein. Donc l'April, Luc, tu vas nous présenter un petit peu l'April ? Oui, si j'ai un micro, ouais, avec un micro qui marche, c'est mieux. Donc l'April est une association de promotion et défense du logiciel libre, hein, qui est une association qui existe depuis 20 ans, quoi, maintenant, quelque chose comme ça. C'est une assez grosse association avec des moyens. Il y a 3 permanents et un certain nombre de membres, donc particuliers, des entreprises, des collectivités. Donc il y a à peu près deux activités. Donc l'activité institutionnelle, on a des gens qui vont faire de la veille juridique notamment, aller voir des élus, des journalistes, et faire tout ce travail d'analyse qui nécessite des compétences assez pointues. Et après ça, il y a toute une partie promotion, donc avec le stand qui se trouve dans le coin là-bas, et où là l'idée c'est d'essayer de parler aux gens, d'expliquer en quoi consiste le logiciel libre, pourquoi ça nous semble important, et pourquoi voilà, on se bouge là-dessus. Bon, aujourd'hui je vais parler de licence libre, donc pas spécifiquement de logiciel libre. Si vous voulez en savoir plus sur le logiciel libre, vous pouvez passer sur le stand. Ça me semblait plus intéressant de parler de licence libre en général pour expliquer la logique qu'il y a derrière. Ça dépasse en fait l'informatique. Ça dépasse l'informatique. Ça vient de l'informatique, c'est là que ça a été inventé. Mais on peut les appliquer à énormément de choses, dans le domaine des arts notamment, et également dans tout ce qu'on fait ici. Donc on a plein de makers qui font plein de choses et qui peuvent utiliser des licences libres pour leur travail. Donc moi je suis donc membre de l'April. Je suis également dans un Fab Lab. Donc comme j'ai un pied dans les deux mondes, et je mets tout ce que je fais sous licence libre en bon libriste. Donc l'idée c'est d'expliquer la logique qu'il y a derrière. Ça ne va pas être du conseil juridique, je n'ai pas la compétence requise pour ça, mais c'est plus d'expliquer, de comprendre comment ça marche. Tu peux... Ça, voilà, merci. Donc quelle est la logique derrière, comment ça marche, etc. Parce que souvent il y a beaucoup d'idées préconçues dessus, et voilà, quand on explique, il y a pas mal de surprises et des logiques particulières. Donc, le logiciel libre est un mouvement qui est né dans les années 80 en réaction à une professionnalisation de l'informatique. Dans les années 80, c'est à cette époque-là qu'il y a eu l'informatisation, enfin l'informatique dans les entreprises, notamment pour la bureautique, etc. Il a commencé à y avoir des licences restrictives, et donc il y a un contre-mouvement qui a dit qu'il faut qu'on puisse garantir nos libertés informatiques et nos libertés par rapport au code, et donc avec des licences qui sont un peu le contre-pied des licences dites propriétaires, qui autorisent à faire plein de choses. Il s'est énormément développé, et donc pour ceux qui peuvent voir la diapo, non, excuse-moi, j'étais encore sur la diapo. On voit qu'aujourd'hui, sur la capture que j'ai faite, c'est qui sont les membres platine de la fondation Linux. Donc Linux, c'est ce noyau qu'on retrouve notamment dans tous les téléphones Android, et on voit qu'on a des très très grosses boîtes. Donc il y a une vingtaine d'années, quand on parlait de logiciel libre, on nous disait qu'on était des gentils rêveurs et que c'était pas sérieux, etc. Aujourd'hui, c'est un mouvement majeur dans l'informatique, et toutes les plus grosses boîtes d'informatique contribuent et en tirent le plus grand des profits. Donc c'est une formule que j'aime bien utiliser, parce qu'en fait, donc, toutes ces boîtes, et dans lesquelles on va compter des Google, ce qu'on appelle les GAFAM, qui vont offrir des services sur Internet, Google, Amazon, Facebook, etc., utilisent et contribuent massivement du logiciel libre pour leur propre intérêt, mais bien sûr n'offrent pas ces libertés à leurs utilisateurs. Et donc la formule que j'aime bien utiliser, c'est le logiciel libre, c'est le logiciel qui est trop bien pour vous. Donc c'est utilisé par les gens qui vous vendent des services, mais des services et des systèmes qui vous enferment. Donc le libre, c'est pas un truc de doux rêveur, barbu, etc. C'est quelque chose qui marche et qui est extrêmement puissant. Donc pour comprendre et se situer là-dedans, dans le monde en question, on a souvent 2 vocables. Il y a ce que nous on appelle le libre, les logiciels libres, les licences libres, et on entend souvent parler du principe d'open source. Et c'est souvent un vocable qui est préféré dans le monde du travail, dans le monde des entreprises. Bon, déjà c'est parce que c'est un anglicisme, donc ça fait plus sérieux. Et derrière, juridiquement, il n'y a pas de grosse différence, mais c'est plus sur la philosophie. Dans le principe du logiciel libre auquel l'April se réfère, on a une notion de liberté des utilisateurs, donc contrôler son informatique,
avec l'idée de la contrôler ou d'être contrôlée par elle, et de partager le savoir. Donc il y a derrière un véritable idéal dans Libre. Dans l'open source, l'idée c'est une logique plus pragmatique et de dire que quand on va partager du code, on est plus efficace que de faire son petit code dans son coin. Mais après ça, effectivement, on n'a pas de problématique sur la liberté des utilisateurs. Donc typiquement, les grosses boîtes qu'on citait tout à l'heure, elles font de l'open source, c'est-à-dire qu'un Facebook va contribuer à du libre, partager plein de ses connaissances métiers avec d'autres gros acteurs, parce que c'est plus efficace. En revanche, la liberté de ces utilisateurs est quelque chose qu'ils vont essayer d'éviter au maximum, et vont plutôt dans la contrainte et dans l'enfermement. Donc on a ces deux notions, open source, libre. Nous, on va parler de libre parce qu'on est attaché aux libertés des utilisateurs. Donc, pour sauter directement et sortir un petit peu de l'informatique et parler de ce qui peut intéresser les gens ici, les licences libres, elles ont été assez rapidement, il a fallu quelques années quand même, employées dans d'autres domaines que l'informatique. Au début des années 2000, en France, on a été assez en pointe là-dessus. Il y a des gens qui se sont, et notamment des plasticiens, des gens qui sont dans le domaine de l'art et de l'art contemporain, notamment quelqu'un qui s'appelle Antoine Moreau, et qui a découvert le logiciel libre et qui s'est dit mais pourquoi on n'utiliserait pas ce genre de licence dans le domaine des arts? Et il s'est mis en cheville avec des juristes et ils ont travaillé sur une licence qui s'appelle la licence art libre et qui était vraiment précurseur dans le domaine. Et après, on a d'autres projets qui sont montés, comme Wikipédia, que tout le monde connaît. Le contenu de Wikipédia est sous licence libre, donc garantit toute une série de droits et de devoirs également. Les Creative Commons, dont je vais parler plus en détail, parce que c'est aujourd'hui les licences les plus utilisées. Et après, il y a d'autres projets, OpenStreetMap par exemple, qui est c'est un peu le Wikipédia de la cartographie. Donc c'est un projet cartographique dans lequel on peut participer, qui aujourd'hui est très complet. On a donc de l'art, de la musique, des partitions, des émissions de radio. L'April fait une émission de radio, enfin on fait même plusieurs puisqu'on a également un podcast qu'on anime. Il y a de l'écrit, des romans, des choses comme ça. Photo, cinéma, et après ça a été également dans les données. Il y a l'open data qui est un sujet très en pointe et très à la mode depuis quelques années. Et l'open hardware qui est donc là l'idée d'avoir des plans qui soient libres pour qu'on sache comment le matériel fonctionne. Puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui se passe dans les machines. Et en termes de contrôle de l'informatique, c'est important. Et donc, ça nous mène directement à ce qui se fait ici. Tout le monde, et moi le premier, faisons des plans, on dessine des objets, on les conçoit, etc. Et tout ce qu'on conçoit, on peut parfaitement les mettre sous licence libre et donc octroyer des droits et des devoirs à nos utilisateurs. Donc là, un petit exemple de ce qu'on peut faire avec du libre. Enfin, en tout cas, dans la logique qu'il y a et dans la façon dont ça s'articule plus ou moins. Les photos qu'on voit ici, ce sont des objets. Celui qui est complètement à gauche, c'est un objet que j'ai fait. C'est un petit compteur de points pour les joueurs. C'est fait à la découpeuse laser. Et l'idée, c'est qu'il y a des tambours qui tournent. On peut marquer des points. Et à l'intérieur, il y a des petits aimants pour s'assurer que les faces soient bien indexées. Et voilà, donc j'ai fait ce truc-là. Il a eu un petit succès. Les gens trouvent ça plutôt mignon. Il n'y a pas grand monde qui l'utilise, mais bon, voilà. Et juste à côté, il y a quelqu'un, j'ai mis ça sur Instructables, donc un site de partage d'éléments. Il y a quelqu'un qui l'a refait et qui l'a un petit peu amélioré. Il a le système qui permet de marquer le point. Il l'a refait. Et donc il a repris mes plans en parfaite légalité, puisque j'ai mis les plans sous licence libre. Et il s'est contenté de refaire le modèle, donc de le redécouper pour lui. Et après ça, il y a une troisième personne qui l'a repris et qui lui a refait les plans de zéro et en l'améliorant, notamment en faisant un modèle qui ne nécessite pas de colle et en simplifiant le système avec les aimants de telle sorte qu'il y ait des pièces en moins. Je vous expliquerai après toute la logique qu'il y a derrière. Mon modèle à moi est sous licence libre. Le deuxième intervenant n'a pas publié, diffusé d'éléments puisqu'il s'est contenté de reproduire le modèle pour lui-même. Donc il n'a fait qu'exercer son droit par rapport à mon modèle de l'utiliser, puis et son droit également de le modifier. Par contre, dès lors qu'il n'a pas republié, il n'est pas engagé par la licence. Le troisième intervenant, lui, a refait les plans de zéro, donc il s'est inspiré de mon idée, mais il n'a pas repris mes plans. Il a repris des plans de zéro, parce que lui vend ses plans, enfin il aurait pu les vendre sous licence libre, mais il a décidé que ce seraient ses plans à lui, etc. Donc il les a refaits entièrement, il a fait avec des améliorations notables, mais il est reparti de zéro. On peut passer.
Voilà. Alors, pour comprendre la logique qu'il y a derrière tout ça, dans le libre, on a 4 libertés qui viennent donc de l'informatique, mais qu'on peut retrouver partout ailleurs. Première liberté, c'est la liberté d'étudier. On veut savoir comment c'est fait. Quand on bricole, quand on veut apprendre, on a besoin de savoir comment ça fonctionne, comment le processus de fabrication. On veut ouvrir les machines, on veut voir comment c'est fait. Quand on joue de la musique, on veut pouvoir rejouer la musique, écouter la musique et la rejouer morceau par morceau. On a besoin de s'approprier les choses et l'étudier, et pour ça, il faut qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Donc c'est la première liberté qu'on a, et qui vient de l'informatique, qui est le droit d'étudier. Deuxième liberté dans l'informatique et qu'on a par ailleurs, qui est le droit d'exécuter le code. Et donc on peut, par rapport à du matériel, dire le droit de l'utiliser. Et le droit de l'utiliser pour ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a souvent aujourd'hui du matériel ou des équipements, on va dire, ou des logiciels. On dit vous pouvez l'utiliser pour tel ou tel usage, mais pour tel autre usage, c'est interdit. Or, une liberté fondamentale qu'il faut avoir, c'est que dès lors qu'on récupère quelque chose, on en fait ce qu'on veut. C'est à nous. Si on veut... voilà, avec une perceuse, creuser, faire un trou, d'accord, mais si on veut bricoler, je sais pas moi, un outil quelconque en mettant un disque à abraser dessus et se faire une petite meuleuse, on a le droit, c'est notre perceuse, on en fait ce qu'on veut. Et c'est pas évident dans le domaine de l'informatique, et on a de plus en plus aujourd'hui des gens qui ont des velléités à bloquer ce genre de choses. J'avais eu par exemple le cas dans la couture. Il y a des personnes qui vendent des tissus sur Internet, qui en gros font leurs motifs de tissu, etc. et qui ont des velléités en disant comme je suis l'auteur du tissu, toute personne qui va coudre des vêtements et vendre ses vêtements me doit de l'argent parce que la qualité de son vêtement est en partie due au motif que j'ai mis dessus. C'est quelque chose qui est assez nouveau, avec cette prétention à dire que tout ce qui va découler de ce que j'ai pu créer, alors j'ai prétention à me faire payer pour ça. Or, on vend du tissu depuis très longtemps, et c'est finalement très récent que quelqu'un puisse venir voir des gens qui font des vêtements en leur disant « paye-moi des royalties sur ce que tu vends ». Et donc ça touche notre troisième liberté, qui est le droit de distribuer, y compris en vendant. C'est pas parce que j'ai acheté du tissu à quelqu'un que je devrais lui payer ou lui demander l'autorisation de faire les vêtements que je veux. Si je fais un vêtement qui trouve de mauvais goût, il n'a pas, en théorie, de leçons à me donner. Or, c'est des choses qu'on commence à voir aujourd'hui, des gens arrivent avec ce genre de prétention. Et dans l'informatique tout particulièrement. Dernière liberté, le droit de modifier. On les a vus dans les petits modèles tout à l'heure. On peut prendre le modèle, le modifier. Et évidemment, c'est rétroactif avec la distribution, c'est que je modifie et j'ai le droit de redistribuer ce que j'ai modifié. Donc j'améliore, je modifie, ou j'améliore ou j'adapte à des besoins différents. J'en fais quelque chose de nouveau et je le rediffuse. Donc ça, c'est ces 4 libertés. Et elles sont mises à mal dans le domaine de l'informatique. Elles sont également mises à mal dans le monde matériel. Il y a, dans le domaine agricole, on sait qu'il y a des contrats de maintenance autour du matériel, ou même sur ces voitures, où on ne va pas avoir le droit de la réparer soi-même, on ne va pas avoir le droit de faire certaines choses. Les semences, par exemple, où il va être interdit de replanter les semences qu'on va récupérer. Il y a aujourd'hui, on est dans un monde où la propriété intellectuelle a de plus en plus de pouvoir, et on va essayer de bloquer les gens dans leurs usages. Dans le libre, on a cette idée de cette liberté de l'usage qui va de l'appropriation à la redistribution, à la modification. Donc ces 4 libertés, elles sont importantes, et par-dessus ça, il y a un principe supplémentaire qu'on appelle le copyleft. Donc tout le monde a déjà vu le petit c, qui est le copyright. En anglais, c'est le droit de copie, et qui dit « ceci est à moi, si vous faites une copie, vous me devez de l'argent, ou vous en plus me demandez l'autorisation ». Et donc par rapport à ces 4 libertés, il y a eu un principe supplémentaire qui a été ajouté, qui est le copyleft, donc qui est l'inversion du principe de copyright. Et d'ailleurs, une petite blague en anglais qui dit copyleft, all right reversed, donc tout droit inversé. À la place du all right reserved qu'on avait et qu'on voit partout sur tous les produits qu'on achète. Alors pourquoi ce principe il est important? C'est que quand on prend les 4 libertés qu'on a vues, il n'y en a aucune qui nous oblige, en fait on a le droit de faire ce qu'on veut, mais il n'y en a aucune qui nous oblige à rester dans le système. Et donc, c'est ce qu'on appelle donc les licences non copyleft, et qui disent, voilà, je peux prendre par exemple du code informatique, le modifier, le redistribuer, mais je n'ai pas obligation de conserver ce principe de liberté que j'ai eu.
Et donc les licences non copyleft existent, les logiciels non copyleft existent, et il y a quelques exemples. Alors le plus flagrant et le plus connu, c'est le système d'exploitation macOS X, ou 10, je ne sais pas comment on dit, qui est dérivé de logiciels libres, et qui a été refermé, modifié abondamment, et refermé de telle sorte qu'on n'ait plus nos 4 libertés. Donc le principe du copyleft, il vient par-dessus et il dit « D'accord, vous avez le droit aux 4 libertés, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous avez un devoir en échange, c'est que ces libertés-là, vous devez les conserver pour tous les gens qui viendront derrière. » Et ce petit principe-là, il n'est pas obligatoire. Vous avez aujourd'hui des tas de choses qui sont sous des licences non copyleft, donc on peut refermer. Mais certaines vont mettre cette petite clause en plus en disant « Vas-y, fais ce que tu veux, tu peux même faire de l'argent avec, tu peux le revendre. » C'est pour ça que dans mon exemple de tout à l'heure avec le petit modèle, le fait que le troisième intervenant veuille vendre le plan, ça ne pose aucun souci. S'il arrive à trouver des acheteurs, très bien. Mais il y a cette idée, quand on reprend le plan, c'est de dire j'impose le respect de la reconduction de la licence, j'ai offert des libertés et je veux que tous les gens qui passent derrière moi offrent les mêmes libertés. Donc pour les licences elles-mêmes, il en existe plein. Donc là j'en ai listé quelques-unes juste pour les mots-clés, on ne va pas rentrer dans le détail dedans. Il y a des licences multiples. Certaines sont libres par rapport aux 4 libertés que j'ai expliquées tout à l'heure, d'autres ne le sont pas, on va le voir plus en détail. Certaines sont orientées en fonction des usages. Dans l'informatique, on a des licences GPL, LGPL qui sont des licences copyleft, par exemple. BSD qui est une licence non copyleft, donc qui permet de refermer. Apache, Cécile qui est particulière, c'est une licence française qui a été développée par le monde de la recherche et de l'administration. Et donc avec des clauses spécifiques qui permettent à notamment des fonctionnaires de pouvoir publier sous licence libre en étant réglo par rapport à leurs obligations de fonctionnaires. On a des licences qui sont plutôt orientées dans le domaine des arts ou des fichiers en général, donc la licence art libre dont je parlais, les Creative Commons que je vais détailler parce que c'est vraiment aujourd'hui les licences les plus utilisées. Des licences orientées sur les données, donc là pour l'open data, la licence ouverte qui est une licence également produite par l'administration, et l'ODBL qui est une autre licence, je ne rentrerai pas dans le détail, et après d'autres licences orientées sur le hardware. Donc les principes des 4 libertés et du copyleft, on va les retrouver un peu partout, et après ça il va y avoir des clauses spécifiques en fonction des contraintes de chaque particularité. Donc les Creative Commons, c'est les licences qui sont les plus utilisées en général en dehors du monde informatique. Ce sont des licences à géométrie variable. Certaines sont libres parce qu'elles respectent les 4 libertés que j'évoquais tout à l'heure. D'autres ont des clauses qui ne sont pas dans les 4 libertés et donc qui ne sont pas des licences libres. Donc on va commencer du haut vers le bas. Ça bouge, ça bouge. Ok. Donc tout en haut, on a la CC0 qui est ici le domaine public. Donc en fait, c'est une licence qu'on ne peut pas utiliser en France parce qu'en France, nous n'avons pas le droit de mettre une œuvre personnelle dans le domaine public. Le droit moral, droit d'auteur moral est inaliénable et il y a un autre truc, on peut, même si on dit j'en veux pas, eh ben, on n'a pas le droit de s'en débarrasser. Donc dans d'autres pays, c'est autorisé. C'est du domaine public, c'est je le diffuse, vous en faites absolument ce que vous voulez. Interdit en France. Enfin, pas légal, vous pouvez le faire, mais fondamentalement, ça ne tiendrait pas devant un tribunal. Creative Commons by, ça veut dire je cite l'auteur. Donc mon seule obligation, c'est de dire voilà, j'ai repris tel plan que vous avez fait, je cite que c'est le plan de un tel que j'ai pris, et après j'en fais ce que je veux. C'est juste que je dois citer. Je peux le refermer derrière, je peux le modifier, je peux le vendre, mais je dois dire je me suis inspiré et j'ai repris le plan de tel auteur. Donc ça permet d'assurer la paternité de l'œuvre. Ensuite, on a une licence copyleft qui dit je cite l'auteur, mais également c'est SA share alike, c'est notre copyleft, c'est-à-dire que oui, j'ai repris le travail de telle personne, je l'ai modifié éventuellement, etc. Et tout ce que je rediffuse, je le fais sous les mêmes conditions que l'auteur original. C'est-à-dire que je suis contraint à respecter sa volonté initiale. Donc qu'est-ce qu'on a le droit de faire? On a le droit de partager, de le diffuser autant qu'on veut. On a le droit de le modifier, on peut le modifier, en faire ce qu'on veut. Et on a le droit de vendre le résultat. Dans l'exemple de tout à l'heure, sur mes 3 modèles, si le dernier intervenant s'était contenté de recopier mes plans et de les améliorer, il aurait été, moi j'avais pris une licence CC by SA, donc copyleft. Il aurait dû garder la même licence. Et donc il aurait très bien pu vendre les plans, sans me devoir d'argent, c'est pas un souci,
En revanche, ça veut dire que n'importe qui aurait pu prendre, qui achète ces plans, aurait pu les rediffuser gratuitement, par exemple. Et donc c'est pour ça qu'il a tout repris de zéro. Ça se trouve, il me ment, mais j'en sais rien. Pour pas être bloqué là-dessus et pour pouvoir interdire à des gens de revendre les plans, il est obligé de repartir de zéro. Donc ça va, c'est un petit projet simple, c'est vite fait, c'est pas compliqué. Quand on est dans un projet complexe, c'est quand même plus difficile de repartir de zéro. Donc ça, toutes ces licences-là sont des licences libres, puisqu'elles garantissent nos 4 libertés. Ensuite, on a des licences qui ne sont plus libres au sens strict, qui sont Creative Commons. On cite l'auteur, mais on n'autorise pas les utilisations commerciales. Si je suis musicien, je fais de la musique, si j'utilise cette licence-là, je dis vous pouvez diffuser ma musique, vous pouvez la diffuser, l'écouter, etc., mais jamais dans un contexte commercial. Sur celle-là, on a le droit de modifier également. Sur celle-là, on a le non commercial et l'obligation de rediffuser sous la même licence également. Et là, on est dans les trucs les plus restrictifs, qui dit on cite l'auteur et on n'a pas le droit de modifier. ND pour non dérivative. Donc là, on est très très loin d'une licence libre, puisqu'on ne garantit pas une des libertés. Et celle-là, c'est ni commercial ni dérivative. C'est en gros, on a le droit de diffuser pour voir, mais on ne peut pas faire de commerce avec et surtout pas y toucher. Et puis, au final, en dehors des Creative Commons, c'est le copyright classique, c'est on a le droit de rien faire, on n'a pas le droit de le diffuser, sinon c'est du piratage, de la contrefaçon. On n'a pas le droit de le modifier, et de toute façon, c'est pas à nous. Alors, souvent, quand les gens découvrent les licences, ils ont très peur de ça. Quand on leur dit, avec votre boulot, des gens vont pouvoir le prendre et le vendre. Et là, en général, ils disent « Ah, surtout pas, jamais de la vie, personne ne fera d'argent avec mon travail. » sans me payer. Or, dans le libre, c'est un point important. Et ces licences-là sont souvent préférées. Mais elles posent des questions. Première question, c'est qu'est-ce que c'est que le non commercial? Si on se met dans le cadre de la musique, si j'ai un petit commerce et que je diffuse un fond de musique non commercial, je ne suis pas en train de vendre la musique, c'est juste que ça met un peu de l'ambiance dans mon magasin. Est-ce qu'on est dans le commercial? Le musicien va sans doute dire oui, parce que mon magasin fait du bénéfice. Mais en même temps je ne vends pas la musique. Après ça, imaginons que je sois toujours un commerciant et je fais juste un cadeau avec un CD ou une clé USB avec de la musique. C'est juste cadeau pour comme promotion quand mes clients viennent pour qu'ils soient contents. Je leur vends, je sais pas moi, si je vends des légumes, je leur vends les légumes et puis je leur fais cadeau d'une clé USB parce que c'est une opération promotionnelle pour les fidéliser. C'est ambigu. Si je suis une association, mais une association qui vend quand même, qui a des salariés. Et en fait, il n'y a pas de définition vraiment précise. Donc ça va être à l'appréciation de chacun de dire ça c'est commercial, ça ne l'est pas. Et donc du coup, ça met du flou. Et le flou, c'est pas terrible. Et du coup, également, on se retrouve à devoir demander l'autorisation, aller voir l'auteur en lui disant ah, si je fais ça, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord? Or, l'auteur, est-ce qu'il est encore accessible? Si je reprends un plan qui a été fait il y a 10 ans, par exemple. Alors, un petit exemple personnel, je connais un comédien. Ce comédien, il y a des années de ça, achète une petite publication dans la rue, des mecs qui font leur journal et qui le vendent dans la rue. Et dedans, il y a un texte, et ce texte lui plaît énormément. Et il se dit, un jour, il faudra que j'en fasse un spectacle. Et les années passent, il trouve le temps de le faire, il le fait, il essaye de recontacter l'auteur. L'auteur est absolument injoignable, le type a disparu. Il est des radars, il n'arrive pas à remettre la main dessus. Et donc, il est super frustré parce qu'il a envie de monter ce texte-là, mais il a besoin de la validation. Donc il a besoin de l'accord. Il a fini par avoir récupéré le contact du type qui lui a dit fais-en ce que tu veux. Mais ce n'est pas une vraie autorisation. Il n'a pas signé. Il est comme contraint. Donc voilà. Et également, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre dérivée? Là aussi, c'est compliqué. Si vous faites une publication, vous prenez une photo qui est sous licence libre, il n'y a pas de souci, vous en faites ce que vous voulez. Si la photo, c'est ND, si vous mettez le nom de votre journal au-dessus de la photo, est-ce que la photo, elle est modifiée? Si vous changez l'étalonnage de des couleurs de la photo, est-ce qu'elle est modifiée? Si vous enlevez 3 pixels sur le côté, est-ce que c'est modifié? C'est pas clair. Et une des forces du libre, c'est de dire vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation pour faire. Et c'est extrêmement puissant. Dans le monde de l'informatique, sur les ordinateurs, l'ordinateur qui fait tourner ce truc-là fonctionne avec ce qu'on appelle une distribution GNU Linux chez les puristes. Donc Linux, c'est le noyau, c'est ce qui fait tourner vos téléphones Android. Et après ça, il y a des milliers de logiciels qui tournent ensemble pour faire fonctionner l'ordinateur.
Ces milliers de logiciels, certains ont un historique de développement qui remonte à 20, 30 ans. Et potentiellement, il y a des dizaines et des centaines de développeurs qui ont contribué à ces logiciels. Si on devait aller demander l'autorisation de chacun des développeurs pour avoir l'autorisation de compiler tout ça dans un système d'exploitation, ce serait matériellement impossible. Et donc ça rend les choses possibles, et ça, c'est un outil qui rend possible les choses, qui est extrêmement puissant. Voilà, si tu peux passer la diapo suivante, merci. Alors, autre point très important, c'est le libre n'est pas gratuit. Souvent, ce qu'on retient quand on parle de logiciel libre et de libre en général, c'est gratuit. Souvent, c'est gratuit. Mais ce n'est pas une finalité, c'est en général une conséquence. Il existe des logiciels libres qui sont payants. Alors, je connais qu'un seul exemple, et je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, c'est un logiciel qui s'appelle J'ai compris, qui est un logiciel pédagogique pour les enfants. Et le développeur principal, lui, il est assez libriste, et il dit donc, si vous êtes sous Linux, c'est gratuit. Si vous êtes sous Windows, vous avez une licence à payer. Et je vous vends une clé d'activation. Mais la licence autoriserait n'importe qui à reprendre le code source du logiciel, à le recompiler pour Windows et à le distribuer gratuitement. C'est pas obligé. Enfin, on peut le faire. Mais derrière cette idée, c'est on a le droit de le vendre. Et il y a plein d'entreprises qui vendent du service autour de logiciels, notamment des logiciels professionnels, et qui vendent également des développements. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut tout à fait se faire payer pour faire du logiciel libre, à condition qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on est en train de faire. Et l'autre élément, c'est qu'il y a un certain nombre de projets libres, dans l'informatique ou ailleurs, qui sont sur des projets bénévoles. Mais souvent, ce qu'on a derrière, c'est des gens, dans les projets bénévoles, on a souvent soit des gens qui développent des logiciels pour eux-mêmes parce qu'ils en ont besoin, et ils disent, puisque je le fais pour moi, je peux le passer à d'autres, ou des étudiants qui veulent se faire la main sur un projet informatique, et donc du coup, ils disent, puisque je le fais, je peux le passer. Mais derrière, il y a toujours un intérêt personnel. Ce n'est pas gratuit au sens de quelqu'un qui va être un altruiste pur et dur. Et en général, ça va avec. C'est-à-dire que si on veut quelque chose de très sérieux, très carré, etc., en général, on va avoir des gens qui vont nous dire, moi, je veux bien vous le faire, mais si vous voulez de la maintenance, de la formation, etc., il faut me payer, parce que je travaille et je suis payé, c'est normal. Et puis, si on va dans le domaine purement bénévole, etc., en général, les gens, ils font ça pour se faire plaisir. Et donc, ils se font plaisir d'abord à eux et ensuite à vous. Donc du coup, si à un moment vous dites « Ah mais moi je veux ça » et que ça ne l'amuse pas, il ne vous le fera pas. C'est pas gratuit. L'autre élément c'est à comprendre avec le copyleft notamment, c'est la question de la protection. Souvent, quand on a des gens qui sont créatifs, que ce soit sur de la bidouille ou sur des arts et des trucs comme ça, ils ont cette idée de « je veux protéger mon travail, je veux protéger mes œuvres ». Et quand on leur dit avec une licence libre, ça va pouvoir circuler, les gens vont pouvoir le modifier, etc., ils ont ce sentiment qu'ils ne vont pas être protégés du tout. Donc dans la logique inversée qu'on a dans le libre, première chose c'est reconnaissance de la paternité et de votre œuvre. C'est-à-dire que même si quelqu'un reprend votre œuvre et la modifie, derrière, il doit quand même dire « j'ai pris l'œuvre de telle personne ». Donc, on n'est pas en train de vous oublier dans l'opération et en train de vous effacer de l'équation. Deuxième élément, c'est que s'il arrive à le vendre, s'il arrive à le développer, etc., votre logiciel, votre solution, elle devient connue. C'est-à-dire qu'en faisant du commerce avec votre création, finalement, il contribue à votre propre notoriété, puisque votre paternité est reconnue. Donc si vous avez quelque chose qui a bien marché, et dans mon petit exemple avec mes petits modèles, mon petit objet qui a été repris par plusieurs personnes, alors j'ai jamais fait ça pour avoir de l'argent, mais peu importe, mais l'idée c'est qu'à chaque fois que quelqu'un le refait et qui prend la peine de dire j'ai refait ce que tu as fait, ça m'a bien plu et je l'ai refait, alors je gagne en notoriété, et si un jour je veux monter un business dessus, ça va plutôt dans mon sens. L'autre élément, c'est qu'à partir du moment où c'est libre et qu'on a le droit de faire des choses avec, on n'a plus besoin de frauder. Il faut regarder les choses en face. Vous allez dans n'importe quelle entreprise, la plupart des entreprises, il y a des logiciels piratés. Tout le monde va dire que c'est pas vrai, etc. Mais je pense que si vous examinez votre quotidien, des gens qui ne payent pas leur licence, il y en a plein. Des entreprises qui utilisent des freeware, qui sont des logiciels, quand on regarde la licence, en général, c'est gratuit pour un usage personnel, mais c'est payant quand on est dans un usage professionnel. Tout le monde le fait. Et il y a plein de situations où au final on fraude parce que c'est plus pratique et qu'en fait il y a plein de trucs où si on voulait appliquer la loi au pied de la lettre, c'est juste impossible. Prenez la presse par exemple. En théorie, si vous voulez communiquer sur un spectacle, vous mettez dans votre journal ou dans votre webzine une image du spectacle,
et puis ça leur fait de la pub. Mais en théorie, vous seriez censé leur demander l'autorisation et avoir une autorisation signée pour le faire. Donc, en donnant des autorisations, vous permettez aux gens qui de toute façon vous auraient pris d'une façon ou d'une autre de le faire légalement et de ne pas avoir besoin de se cacher. L'autre logique qu'il y a derrière, c'est la protection par le copyleft. Le copyleft dit vous devez utiliser, enfin garantir les mêmes libertés que je vous ai données initialement. Et ça fait peur à des tas de gens. C'est-à-dire que quand vous avez des acteurs qui ont l'envie de refermer, de s'accaparer, de bloquer, etc., cette clause-là, elle leur fout sérieusement la trouille. Parce qu'ils se disent, on va pouvoir m'envoyer au tribunal parce que je ne vais pas respecter cette clause-là. Et souvent, les entreprises qui utilisent du libre, elles préfèrent les licences non copyleft parce qu'en général, elles font un mélange entre des trucs fermés propriétaires et des trucs libres. Et du coup, elles ont très peur de la complexité juridique que ça va induire. Donc si on est dans une logique où on dit, moi je veux bien diffuser, mais je ne veux pas me faire piller, le copyleft est assez efficace. Et ensuite, la protection du modèle classique, elle est à relativiser. Parce que, encore une fois, votre protection, elle est toujours relative à l'argent que vous pouvez mettre en avocat. C'est-à-dire que supposons que vous ayez une super idée, vous avez une super invention. Manu, ici présent, vous la prend et fait un gros business bien juteux avec. Et ben, vous pouvez le voir. Enfin, je veux dire, le fait que vous ayez mis un copyright, c'est pas ça qui va empêcher les gens de vous pirater. Et si vous voulez avoir de bon droit, vous lui envoyez un mail en disant faut arrêter. Et si vous dites bah non, ça m'impressionne pas, et ben derrière, sa question c'est est-ce que vous avez 2 000 à 3 000 euros à mettre pour aller voir un avocat et pour le premier tour. D'accord ? Si Manu maintenant il habite en Géorgie, et pas aux États-Unis, mais en Géorgie, qui parle pas français, pas très bien anglais, et qu'il est un peu de mauvaise foi, comment vous faites ? Vous pouvez avoir mis toutes vos protections avec vos machins, etc. Là encore, vous vous retrouvez dans des trucs compliqués. Et si maintenant Manu est le patron d'une très grosse boîte avec des brevets partout et qui vous promet 10 ans de procédure, qu'est-ce que vous faites ? Donc aujourd'hui, il y a plein de choses là-dessus sur la protection des brevets, des machins, etc. qui sont très relatives parce qu'il faut avoir les moyens de les défendre. Il faut bien se dire qu'un brevet, c'est à peu près le prix d'une voiture. J'ai eu le loisir de discuter avec quelqu'un qui travaille à l'INPI et qui fait notamment du conseil sur les gens qui viennent. Et elle a régulièrement des gens qui disent bah voilà, j'ai fait ce truc-là. Alors ils ont été sans doute très brillants. Et donc ils dépensent le prix d'une bagnole pour protéger leur machin. Personne ne l'achète jamais parce que c'est pas nécessairement suffisamment différenciant au niveau de la performance. Et au final, leur truc n'est jamais diffusé, ça reste au fond d'un tiroir. Ils sont contents parce qu'ils ont gardé le contrôle de leur création, mais fondamentalement, le truc n'a jamais vécu. Ils ont dépensé une fortune pour un résultat. Voilà. À quoi bon ? Alors pourquoi, comment on peut quand même trouver, si on est dans une logique un peu financière, donc je le disais tout à l'heure, on peut centrer l'activité sur le service. Voilà, si on peut faire une démonstration de ce qu'on sait faire, et si quelqu'un veut quelque chose de personnalisé, voilà, je fais un petit compteur de points. Si quelqu'un le veut dans une couleur différente ou avec plus de chiffres ou je ne sais quoi, je peux personnaliser. L'intérêt collectif, c'est le bénéfice par l'accumulation du savoir. À partir du moment où je diffuse mes connaissances et mes idées, alors d'autres personnes peuvent les utiliser pour faire quelque chose de complètement différent. Dans mon petit modèle que j'ai présenté tout à l'heure, une des idées que j'ai eues, c'était d'utiliser des aimants, peut-être que quelqu'un l'a eu avant, probablement, mais c'est d'utiliser des aimants pour indexer la position des éléments qui glissent les uns contre les autres. C'est tout bête, et ça peut servir à plein d'autres choses, auxquelles moi, je n'ai pas pensé. Et donc, du coup, en pouvant regarder ces choses-là et en partageant ça, je permets à d'autres personnes d'utiliser ça dans leur propre projet, avec leurs propres idées. Comme je l'ai expliqué également, c'est un accélérateur, parce qu'on a le droit de faire, parce qu'on a des moyens, on peut être plus rapide, plus efficace. Et avec cette idée qu'on n'a pas d'autorisation nécessaire. Voilà. Autre intérêt qu'il y a, c'est quand on travaille à plusieurs, la licence libre, elle donne un cadre juridique clair sur qui peut faire quoi avec le boulot. L'idée, c'est qu'avec les licences libres, on peut se fâcher et sans que ce soit grave. C'est-à-dire que souvent, quand vous êtes dans un projet, quand il y a de la propriété, quand les gens se séparent, ils vont s'étriper pendant très longtemps pour savoir qui va prendre les bijoux et qui part avec le trésor. Avec le libre, on est sur de l'information. Ben, du coup, chacun a le droit d'exploiter tout ce qui a été mis sous licence libre. Donc du coup, quand on se retrouve à plusieurs à travailler sur un projet, plutôt que de passer un temps infini ou de ne pas se poser la question et le jour où on se fâche,
de se retrouver dans un truc complètement compliqué, etc. On sait dès le début à quoi on s'engage. Et après, il y a des tas de gens qui disent oui, mais les licences libres, c'est compliqué. Toutes les licences et tous les systèmes sont compliqués. C'est-à-dire que si vous avez un système de licences propriétaires, etc., et que vous commencez à assembler les choses ensemble, et derrière, il y a également des complications juridiques et des implications qui ne sont pas si simples que ça. Et quand vous commencez à utiliser dans l'informatique des services et des licences propriétaires qui sont toutes différentes, et qui potentiellement peuvent changer dans le temps, c'est pire encore. Et dans l'informatique, on peut aller très très loin, parce qu'il y a des licences qui sont en fonction du nombre de processeurs, ou de la quantité de mémoire, ou du nombre d'utilisateurs, ça change tout le temps, et c'est impossible à suivre. Voilà. Donc la notion de fork dans le libre, c'est important, c'est que quand on n'est pas content, au lieu de s'étriper pour savoir qui va récupérer le bébé, les gens peuvent prendre les données et dire si c'est comme ça, je me casse et je vais faire ma propre version dans mon coin. C'est arrivé un certain nombre de fois dans le monde du logiciel libre. Donc pourquoi je m'intéresse au libre depuis maintenant un paquet d'années. C'est pour moi, il y a quelque chose de très puissant là-dedans que je ne vois nulle part ailleurs. Alors après, peut-être que vous avez des idées. Mais première chose, c'est un idéal, mais qui est validé par la pratique. Du logiciel libre, il est parti, moi j'ai découvert ça il y a une vingtaine d'années, un peu plus, où tout le monde disait que c'était un truc de doux rêveur. Aujourd'hui, c'est un modèle majeur et vraiment en pointe dans l'informatique. Donc c'est un idéal, mais c'est un idéal qui marche. Donc après, il faut le faire marcher. C'est inspiré par l'économie du savoir scientifique, c'est-à-dire je publie, je partage et le savoir s'accumule, plutôt que de dire j'essaye de tout bloquer, j'essaye de tout fermer et de ne surtout pas permettre aux autres de grandir et de me mettre dans une situation où moi-même je ne peux pas me nourrir et grandir au contact des autres. L'autre truc, c'est qu'il n'y a pas d'opposition dans la logique entre le fait de faire de l'argent et le fait d'être de partager, d'être dans l'idéal, etc. C'est un travers qu'on a beaucoup dans le monde latin, peut-être en France, d'avoir très peur de l'argent. Or, il n'y a pas nécessairement de blocage, et souvent dans les Fab Labs, il y a cette idée de on peut faire des protos, bricoler, et puis un jour peut-être trouver quelque chose qui peut nous permettre de gagner notre vie. Il met en avant la liberté, et aujourd'hui, dans le monde de l'informatique, de la propriété intellectuelle, etc., c'est en train de se réduire à grande vitesse. Et chacun dedans est un acteur. Donc du coup, il y a pour moi quelque chose d'universel, à la fois dans la liberté et dans la possibilité de faire par soi-même. C'est une valeur essentielle dans le monde des makers. Et en même temps, ça donne des possibilités et il y a quand même ce côté collectif. Donc pour moi, il y a quelque chose d'universel dedans. Et ce qui est assez rigolo avec le libre, avec le logiciel libre, c'est qu'on retrouve des gens très différents dans le milieu. C'est-à-dire qu'on peut avoir... par exemple, des communistes qui nous disent que le logiciel libre, c'est vraiment le communisme mis en pratique. On a des anarchistes qui disent que le logiciel libre, c'est parfaitement l'application de l'anarchisme. On a rencontré des libéraux pur jus qui disent que le libre, c'est vraiment le marché à l'œuvre dans sa forme pure et parfaite. Pardon ? Les souverainistes qui disent mais grâce au logiciel libre, on peut faire chez nous et on n'est plus dépendant des entreprises américaines, etc. Donc à titre d'exemple, il y a une suite bureautique que vous connaissez peut-être, qui est LibreOffice. Et LibreOffice et des systèmes libres ont été entièrement déployés pour la gendarmerie nationale. Donc la gendarmerie nationale fonctionne depuis plusieurs années, maintenant 10 ans, entièrement sur de logiciels libres. Et dans le milieu, dans les communautés du libre, vous avez des bons anards purs et durs. Et moi je trouve ça assez enthousiasmant de me dire qu'il y a des gens qui se détestent absolument, qui n'ont rien en commun, si ce n'est qu'ils se retrouvent tous dans le logiciel libre. Et donc pour moi c'est un levier de changement du monde qui nous permet à la fois d'être maître de nos vies, maître de notre environnement, de changer des choses avec une logique très 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 forte et très fédératrice. Et ça je le vois nulle part ailleurs. Après vous avez peut-être des idées, mais je ne connais pas d'idéal aussi pratique et aussi efficace. Et dernier point bien sûr, c'est qu'il replace l'éthique au centre des choses, c'est la liberté de l'utilisateur, le partage du savoir dans un monde où tout ça n'est pas nécessairement très respecté. Voilà, donc si vous avez des questions ou des remarques. Non. Je vois quelqu'un qui fronce les sourcils, vous n'avez rien compris du tout, c'est ça. Ah oui, voilà, donc ça c'est la licence appliquée à l'élément, qui n'est pas tout à fait respecté parce que les deux photos
sur les modèles qui ont été repris, je n'ai pas de licence. Donc en théorie, je ne suis pas censé, j'ai quand même mis le nom de l'auteur dessus, mais je ne suis pas censé les mettre là-dedans. Et je ne suis pas censé les mettre sous cette licence-là, puisque je n'ai pas l'accord des auteurs. Et sur cette question d'équipance, il y a une question, mais je ne parle pas le brouillé. Toutes les photos que vous avez vues, je les ai prises sur Commons, qui est la bibliothèque média de Wikipédia. Et j'ai pris soin de mettre la licence de chaque photo avec les auteurs, etc. Un certain nombre sont dans le domaine public, donc je n'étais pas absolument obligé pour celle-là, mais voilà, je l'ai fait quand même. Et l'idée, c'est d'essayer d'être cohérent de bout en bout. Bon, ben, merci.